Épargne salariale, là, au début, on entendait parler avec la loi Pacte, et puis finalement, comme elle tarde un petit peu à être finalisée, il y a une évolution qui a été mise en place dans la loi de financement de la sécurité sociale. Pour se remettre l'intéressement et la participation à l'esprit, on refait un petit quiz. Alors, en tant que dirigeant salarié, j'ai le droit de bénéficier de l'intéressement. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Il faut absolument que ce soit prévu dans l'accord de mise en place. À partir de ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Un point important, c'est que l'intéressement n'est jamais obligatoire dans les entreprises. On n'est que sur un dispositif facultatif, et c'est quand même particulièrement intéressant, puisqu'on le verra un petit peu plus loin dans une slide, au niveau de la participation. On est face à une formule complètement indigeste. Alors bien sûr, on peut y déroger en pouvant prouver que la formule qu'on a mise en place est au moins aussi favorable que celle définie par la loi, alors que dans l'intéressement, on met ce qu'on veut. Comme en plus, on peut en bénéficier en tant que dirigeant, c'est plutôt sympathique. Et la participation, c'est à partir de 50 salariés. Une petite nuance pour les entreprises qui commencent à tangenter le seuil de 50, c'est que si vous mettez en place tout de suite un accord d'intéressement, ça repousse de 3 ans l'obligation de mettre en place la participation. Ce qui est plutôt sympa pour se laisser la marge de manœuvre dans la formule de calcul et dans l'enveloppe globale qu'on est prêt à mettre au titre de l'intéressement. Ces compléments de rémunération sont exonérés de toutes les charges sociales. Vrai ou faux? C'est faux parce qu'il y a à minima la CSG, CRDS. La participation, ça existe toujours, le forfait social est toujours là quand c'est obligatoire de par la loi, donc à partir de 50 salariés. Mais si une entreprise de moins de 50 met en place de la participation, il n'y aura pas de forfait social. Et pour l'intéressement, jusqu'à 250 salariés, on n'a plus de forfait social. Ça, c'est valable aussi bien pour les contrats, les contrats d'intéressement qui sont actuellement en activité que pour ceux qui peuvent être mis en place dès maintenant et jusqu'au 30 juin pour l'année 2019. L'exonération de charges sociales disparaît si le bénéficiaire décide de toucher tout de suite l'argent au lieu de le placer sur un compte ou sur un plan d'épargne. Ça vaut le coup parce que, en tant que dirigeant, vous êtes concerné et ça donne plus de souplesse. Alors là, je vais le faire très rapidement. Donc, dispositif facultatif. Le point super important, c'est de ne pas remplacer l'intéressement par un élément de rémunération qui est déjà existant. On a quelques clients qui ont commencé à nous dire « Oui, mais alors, ma prime actuellement en vigueur, que tout le monde connaît, la formule est connue, ça tourne, je vais le changer cette année. » Eh bien non, ça a été prévu et il faut laisser 12 mois de carence après avoir respecté un petit formalisme au passage, ce qui s'appelle la dénonciation de l'usage ou la signature d'un avenant au contrat de travail pour dire aux salariés ce que je te versais, je le fais disparaître et dans 12 mois, on appliquera un accord d'intéressement. On peut la mettre en place sans avoir de représentant du personnel. Ça, c'était un apport de la loi Macron qui a quand même pas mal soulagé la négociation d'entreprise, c'est de pouvoir ratifier les accords à la majorité des 2/3 des salariés. On n'a plus besoin de se faire mandater un salarié par une organisation syndicale. On va y arriver. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est sympa pour les dirigeants, puisque dès que c'est prévu à l'accord, vous êtes bénéficiaire, ça dure 3 ans, et il faut le faire avant le 30 juin, quand on est sur un exercice qui est à l'année civile. On a 3 possibilités de rémunérer, donc 2 qui sont indépendantes, et une 3e qui permet de faire un panachage. On a des enveloppes. On parle d'une enveloppe globale au niveau de l'entreprise et après, il y a des plafonds qui ont été fixés personne par personne. La participation, je passe nettement plus vite puisqu'il y a moins d'intérêt pour nous tous. Donc là encore, on a des contraintes légales pour le mettre en place. Le même formalisme que pour l'intéressement, avec là une différence, c'est que les dirigeants qui n'ont pas de contrat de travail indépendant du mandat social ne peuvent absolument pas en bénéficier. On le fait dans l'exercice qui suit. Bon, ça, c'est... Il n'y a pas d'évolution. La formule indigeste, on a beau mettre un peu de couleur au niveau des caractères, ça fait toujours fuir. Donc, vive l'intéressement qu'on peut négocier avec les salariés sur la base de critères qui seront plus parlants par rapport à l'activité. On a là encore différents modes de répartition, des plafonds. Là où c'est plutôt sympa, donc pour revenir sur la disparition du forfait social cette année, on a pris l'exemple d'une enveloppe pour un employeur qui est prêt à verser 1 000 €, tout compris.
Si on se base uniquement sur la comparaison salaire et épargne salariale, donc la dernière colonne, au niveau du salaire, sur une enveloppe de 1 000 € mise à disposition par l'employeur, le salarié va toucher que 382 €. Si on utilise cette enveloppe dans le cadre de l'épargne salariale, le salarié va pouvoir toucher 852 €. Ça, c'était sous l'Ancien Régime, parce qu'on voit que les 2 fois 74, on est encore sur la CSG. Alors là, on a laissé encore la CSG à 8%, et le forfait social. Enfin, on voit quand même une efficacité entre la comparaison salaire et épargne salariale qui est absolument non négligeable. Si on passe directement sur la slide à aujourd'hui, maintenant qu'on est en 2019, on voit qu'on a une efficacité encore plus importante puisqu'on fait disparaître le forfait social. Donc pour une enveloppe toujours fixe de 1 000 €, le salarié se retrouve à toucher 903 €. Donc là, en termes d'impact sonnant et trébuchant pour expliquer l'intérêt de l'intéressement quand on le met en place dans l'entreprise, je pense qu'avec une présentation comme ça, il n'y a pas grand monde qui hésite. Alors, un exemple. Là, on a pris le cas d'une société qui veut mettre en place de l'intéressement. Et je vais vous repasser rapidement, mais le process, le raisonnement qui a été mis en place avant de visualiser l'impact global. Donc là, on identifie toutes les hypothèses de travail. On part sur une idée de se dire, je veux que mon résultat courant avant impôt, c'est ça que veut dire RCAI, dans l'idée, je veux l'améliorer. Et l'intéressement, on va le répartir in fine sur la rémunération des salariés. À partir de quand est-ce que je décide que je vais verser de l'intéressement ? Le chef d'entreprise a commencé à nous dire, alors je voudrais actionner plusieurs leviers. Donc on voit l'amélioration des stocks de bois puisqu'on est dans une menuiserie, diminuer le SAV, améliorer la marge salariale. Là on se dit ok, c'est super, mais juste usine à gaz dans 1 an, quand on va devoir identifier si oui ou non tous ces seuils ont été respectés, ou enfin en tout cas atteints. Or on se rend compte que tous ces éléments-là vont influencer sur le résultat de l'entreprise. Donc dans l'accord d'intéressement, on va identifier comme objectif d'améliorer le résultat courant avant impôt. Ça c'est ce qu'on écrit, et quand on négocie avec les salariés, on leur explique que pour améliorer ce résultat, on se base sur ce type d'éléments-là. Mais par contre, on ne les écrit pas pour éviter l'usine à gaz. On reste sur des choses particulièrement simples à analyser quand l'année d'après, on se dit, bon, bah, ok, j'arrive à la fin de mon bilan, est-ce que oui ou non, je dois payer de l'intéressement ? Donc là, le dirigeant se dit, ok, j'ai compris, je vais acter que je veux améliorer mon résultat courant avant impôt. Et dans l'idée, l'enveloppe que je suis prêt à dégager pour mes salariés, ça va être à peu près un 13e mois. Donc le mode de répartition de l'intéressement qu'on va écrire dans l'accord d'intéressement, c'est que l'enveloppe globale qui sera mise à disposition, on la répartira pour les salariés en fonction du niveau de rémunération. Donc on identifie que le critère de déclenchement, c'est quand le résultat dépasse 120 000 €. Ça, je vous l'ai expliqué, la répartition également. Et on met ça évidemment sur un plan d'épargne entreprise pour bénéficier uniquement de la CSG. L'année suivante, on se rend compte que le résultat courant avant impôt est bien de 120 000 €. Donc les salariés vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe globale de 16 000 € qu'on répartira individuellement selon leur rémunération. Et donc là, je vous ai fait le comparatif. Si tout ça, ça s'était passé en 2018, et ce qui se passe maintenant. En 2018, si on avait bien respecté ces 120 000 €, il aurait fallu verser ces 16 000 € et l'employeur aurait en plus fait un chèque à l'URSSAF pour la valeur du forfait social, 3 200 €. Cette année, le forfait social a disparu et on s'arrête uniquement sur l'enveloppe de 16 000 €, ce qui permet pour les salariés, eux, c'est blanc, ils perçoivent la même chose et l'employeur économise 3 200 €. Donc on est sur l'efficacité qui est là particulièrement significative.